Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris, en direct du Salon de l'Agriculture pour cette émission sur la production d'énergie, une solution pour diversifier les revenus en agriculture. Mais justement, je vais en parler avec Mélanie Villebout. Bonjour Mélanie. Bonjour Jean-Paul. Je te connais bien Mélanie, tu es responsable de marché agriculture donc de Banque Populaire. À tes côtés, Emmanuel Dallery, chef de projet photovoltaïque du groupe CARE, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. À ma droite, Philippe Choquet, directeur général d'Unilassal. Bonjour Jean-Paul. Salut Philippe. Et Samuel Richard, directeur commercial adjoint d'Iris Solaris. Et bonjour Jean-Paul. Voilà. Première question pour Mélanie, bien entendu. Mélanie, c'est vrai que vous avez une expertise, vous, dans le suivi, l'accompagnement des projets au sein de Banque Populaire. Alors oui, d'abord Jean-Paul, les agriculteurs, quand ils ont des projets comme ça, ils recherchent plusieurs choses. Ils recherchent d'abord des conseils techniques, un accompagnement financier, et puis ils recherchent des solutions, mais du sur-mesure, et ils cherchent un conseiller, un expert qui soit à leur côté, au côte à côte, parce que c'est un projet qui leur tient à cœur à eux. Et nous, on a un double accompagnement à la Banque Pop. On a des conseillers et des experts qui font ça, je vais dire, depuis plus de 30 ans. Parce qu'on a démarré longtemps là-dessus, il y a longtemps. Et finalement, ça n'a pas trop de... Que ce soit du photovoltaïque, de la méta ou des projets, quoi qu'ils soient, en éolien aussi, ça n'a pas de secret pour la Banque Pop. Donne-moi, Mélanie, quelques chiffres. Alors, tu veux des chiffres, oui, je t'en donne. C'est 500 conseillers, clairement, qui sont sur le territoire pour accompagner ces projets-là. C'est une centrale photovoltaïque par jour qu'on finance, donc c'est pas neutre tout de même. Et puis c'est aussi 112 000 structures agricoles que la Banque Pop accompagne sur les projets au quotidien. Ah ouais, en effet, c'est pas peu. Philippe, vous avez une expertise qui dépasse l'agrivoltaïsme, donc comme on l'a parlé, là on fait toutes les énergies pour l'instant. C'est l'histoire quelque part de l'établissement qui vous a amené à vous intéresser à toutes ces énergies alternatives. En fait, l'énergie comme complément de revenu pour les agriculteurs, c'est quelque chose qui est une conviction chez nous déjà depuis presque 2 décennies. Donc au point de départ, c'était plutôt les diversifications des agriculteurs, méthanisation, bois énergie, agroforesterie. Alors il faut savoir que nous avons fusionné également avec une école de géologie qui nous permet d'appréhender en fait la géothermie. Et tout récemment également, nous avons intégré une école qui est spécialisée dans l'électricité et qui donc permet de couvrir tout ce qui est photovoltaïque et éolien. Et en fait, tout ça, ça nous donne une verticalité sur ces métiers de l'énergie. Alors il faut savoir qu'énergie renouvelable signifie énergie produite en zone rurale. Et donc, quels sont les entrepreneurs en zone rurale susceptibles d'appréhender, de porter ces projets ? En premier lieu, les agriculteurs. Donc toi, tu dis, Philippe, c'est une chance quelque part, parce que effectivement, plutôt que d'avoir des bateaux avec du pétrole qui traversent le globe et qui viennent là, on a la capacité d'avoir sur le territoire la production et peut-être la consommation. La production, la consommation, c'est-à-dire que c'est un système qui est un peu inversé, qui est complémentaire, parce que la consommation d'énergie va augmenter, donc il faut continuer sans doute à avoir du nucléaire qui est décarboné, mais également avoir ces énergies renouvelables. Et ces énergies renouvelables, voilà, c'est pas un point qui produit énormément d'électricité pour alimenter des villes, c'est de multiples points qui sont tournés vers la ville et qui alimentent, et ça peut être porté par des agriculteurs. Alors, de façon globale, quand tu rencontres un agriculteur qui s'engage dans un projet méta, dans un projet d'agrivoltaïsme, c'est quoi ses craintes ? Alors la crainte, c'est très variable et les compétences techniques requises pour lancer des projets en fait, sont variables selon les typologies d'énergie renouvelable. C'est plus facile en photovoltaïque parce que là, il y a des experts qui posent les panneaux et globalement, il n'y a pas trop de risques. La méthanisation, par exemple, c'est plus compliqué parce que la méthanisation, c'est comme de l'élevage. Au lieu d'élever des animaux, on élève des bactéries et ça produit plus ou moins de méthane et ça dépend aussi du gisement qu'on utilise, de la capacité méthanogène de tous les produits que l'on met dans le fermenteur. Et ça, c'est vrai que ça demande un vrai savoir-faire, une vraie compétence et c'est en cela qu'on accompagne les agriculteurs. Mélanie, tu es en phase savoir-faire, ouais, complètement en phase parce que c'est, comme le disait Philippe, c'est pas un métier comme les autres. Par exemple, pour un projet de méthanisation où là, on a besoin d'un porteur de projet, un agriculteur qui soit derrière l'unité de méthanisation, ça demande des données techniques, ça demande des aspects aussi réglementaires. Et attention, la variabilité de revenus viendra aussi si effectivement l'agriculteur ne maîtrise pas son unité. Donc oui, c'est pas un métier comme les autres. Un panneau photovoltaïque, ça va être beaucoup plus facile. La méta, c'est beaucoup plus complexe. Alors, on s'intéresse, puisqu'ils sont là, à l'agrivoltaïsme en particulier. Vous faites quoi ? Du bâtiment ?
Alors, Iris Solaris, c'est intégrateur global de solutions. On va rayonner sur le scope total de la puissance photovoltaïque avec des solutions d'autoconsommation à partir de 3 kW crête, en passant par des toitures de bâtiments agricoles de 100 à 500 kg et sur des projets d'agrivoltaïsme de petite puissance et également du parc au sol, notamment sur sites dégradés et là sur des puissances qui peuvent aller à plusieurs mégas. Alors que vous, Kerr, vous êtes complémentaire un peu. Alors nous, on fait du photovoltaïque classique comme Iris Solaris. Et en agrivoltaïsme, par contre, on est plutôt sur des centrales au sol, sur des grandes surfaces, donc avec plusieurs mégawatts. Et vous avez bien entendu que le titre, c'est Revenu. Donc on va parler d'argent. Donc il va falloir que vous sortiez les chiffres à mettre sur la table. Par exemple, vous pouvez dire à un agriculteur qui s'intéresse au sujet, il peut espérer un revenu de combien ? Déjà, avant de parler des revenus, ce qu'il peut espérer, c'est une synergie avec les panneaux solaires qui vont pouvoir protéger sa prairie ou ses cultures des aléas climatiques et donc éviter des pertes de récolte et donc de meilleurs rendements. Et après, en termes de revenus par rapport à l'installation des panneaux solaires, ça dépend de l'ensoleillement, donc de la région. Ça va dépendre de la taille du projet, de la distance du raccordement. Mais grosso modo, un agriculteur... Alors ça dépend aussi s'il est propriétaire et exploitant ou seulement l'un des deux, mais il peut espérer avoir entre 1000 et 4000 euros de l'hectare. Vous partagez pour la partie agrivoltaïsme ? C'est un peu les revenus qui ressortent sur ces projets d'agrivoltaïsme avec des rendements à l'hectare et effectivement sur des grandes installations, on tire ce genre de revenus. Au-delà de ça, après, on peut avoir en fait plusieurs étages de la fusée dans les revenus générés par le photovoltaïque. On prend par exemple des centrales en autoconsommation. On a mené une opération avec une coopérative laitière sur l'autonomie énergétique des exploitations laitières. On est arrivé à des effacements de factures avec des systèmes de stockage virtuels proposés par certains fournisseurs de l'ordre de 1500 à quasiment 2000 euros. C'est-à-dire qu'on a des agriculteurs qui sont passés de 2500 euros de facture d'électricité à une facture de 200 ou 300 euros. En parallèle de ça, il y a potentiellement un financement qui vient combler. Mais à terme de l'amortissement de la rentabilité, on retrouve le plein gain de cette solution. Et après, pour finir avec ça, un chiffre qui est assez significatif. Une toiture 100 kW crête, ce qui représente à peu près 600 mètres carrés de panneaux dans le centre France, région Auvergne que je connais très bien. On peut espérer un chiffre d'affaires qui va être de l'ordre de 220 à 230 000 euros sur la durée totale du contrat proposé par EDF-OA, malgré les soubresauts récents qu'on entend. Philippe, Samuel a parlé d'autonomie. Effectivement, vous travaillez cette question parce que l'idée, c'est pas forcément de faire que de vendre, ça peut être l'idée de viser le zéro carbone. Oui, alors la visée zéro carbone, c'est donc de produire de l'énergie, qu'elle soit biomasse, qu'elle soit méthanisation, permet de décarboner l'exploitation agricole et d'avoir une autonomie énergétique. Après, il y a un autre enjeu qui pourrait être de dire, OK, l'autoconsommation sur la ferme, de l'énergie produite sur la ferme. Alors soit ça peut être de l'électricité, mais se pose la question du stockage de l'électricité. Après, on travaille également sur l'hydrogène, qui est un moyen de stockage aussi de l'énergie photovoltaïque dans des endroits un peu reculés où ça peut être compliqué de brancher ça sur le secteur. On a un partenariat, par exemple, avec Massey Ferguson sur le sujet. C'est des pistes, pas immédiates, mais sur lesquelles on travaille également. Mélanie, toi qui vois les dossiers, globalement, on parle revenu. C'est une vraie façon de sécuriser un revenu ? Ouais, Jean-Paul, en fait, c'est essentiel pour nous. On en a fait un axe stratégique. Chez nous, à la Banque Pop, on pense à 3 choses. La transition, le renouvellement des générations et les revenus des agriculteurs. Le revenu des agriculteurs, il est en lien direct avec le renouvellement des générations. Et pour nous, il passe par les agriculteurs producteurs d'énergie. Pourquoi ? Parce que on a des fluctuations des cours en agriculture. C'est un des moyens essentiels pour sécuriser leurs revenus, pour les lisser. Et pour nous, c'est aussi moins de risques, évidemment, mais pour eux aussi. Et c'est pour ça que c'est important. Et dans le futur, tu es plutôt confiante ? Moi, je suis confiante, oui, parce que, comme je te le disais, on a fait un axe stratégique, mais c'est surtout qu'il faut être conscient que ça fait partie du paysage. Nos agriculteurs sont là pour le faire transformer, évidemment, accompagner. Et nous, on y croit beaucoup, évidemment, on y croit. Philippe, tu partages dans vos études, vous êtes plutôt confiant, même si des fois il y a des soubresauts en fonction des lois, des règlements, etc. Le cap est tracé ? Alors, je pense que de toute façon, l'agriculture, la résilience de l'agriculture demain, elle passe par une diversification. L'énergie est une possibilité de diversification. Et pour illustrer ça, c'est vrai que nous avons à Unil-la-Salle une ferme expérimentale sur laquelle on produit de l'électricité sur nos bâtiments agricoles, dans lequel on a une plateforme de méthanisation. On a de l'agroforesterie pour produire du bois énergie et
et on chauffe des bâtiments en géothermie. Voilà, donc on a tout le panel. Et après, les agriculteurs peuvent venir voir et comprendre l'efficacité de tout cela. Et maintenant, on va s'intéresser au modèle, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Il faut partager la valeur ajoutée ou la valeur liée à l'agrivoltaïsme. Alors là-dessus, il y a différents choix avec plus ou moins d'implication des agriculteurs. Vous proposez quoi ? Alors, il faut bien dissocier les sujets agrivoltaïsme et photovoltaïque agricole. Les projets d'agrivoltaïsme vont capter du sol agricole avec un bénéfice pour les cultures, effectivement. Et là, il y a des systèmes de partage de la valeur. Moi, je pense qu'il y a un axe assez simple pour partager la valeur, c'est de rendre l'opportunité à ce que ça devienne investissable par un agriculteur. Le sujet est de porter des petits projets d'agrivoltaïsme de l'ordre de 400-500 kg, rendre ces projets investissables par un agriculteur versus un projet de plusieurs mégas qui pourrait coûter plusieurs millions d'euros. Donc ça, c'est déjà un premier point fort. Ensuite, le deuxième, ça va être dans le photovoltaïque agricole, où là, on va avoir une interconnexion des solutions. C'est-à-dire qu'on entend une espèce de petit moratoire qui est en train de pointer son nez pour des raisons un peu obscures qu'on connaît un peu en sous-main. En revanche, on a toujours un tarif qui va nous permettre de sécuriser un business plan pour que nos amis banquiers puissent prêter et financer ce projet. Derrière ça, on va pouvoir le lier avec une opération d'autoconsommation collective, par exemple. Ce qui va permettre, dans un premier temps, d'alimenter le PDL de l'exploitation, d'alimenter le TGBT de l'exploitation, donc de réduire la facture énergétique de l'exploitation. Ensuite, d'aller valoriser d'une manière plus élevée l'électricité sur les PDL environnants dans un périmètre qui est défini, de 10, 20 km selon où on se situe, et qui va permettre d'aller proposer une électricité plus chère que ce que permet de vendre le décret obligation d'achat S21, futurement S25, mais en proposant une électricité aux voisins qui est moins chère que ce que propose le tarif réglementé de l'État. Donc on arrive sur un système vertueux qui permet d'avoir une survalorisation et de réinclure, ou du moins de réintroduire, l'exploitation agricole au sein d'un projet sociétal. PDL, point de livraison. Voilà. Et du côté Shekhar ? Modèle. Sur nos grands projets, il est aussi possible que les exploitants agricoles investissent, mais effectivement, les montants sont plus élevés, donc le montant pour rentrer est moins accessible à tous les agriculteurs. C'est aussi une prise de risque, enfin, il faut pouvoir investir. Il faut pouvoir investir. Alors là-dessus, les coopératives pourraient par exemple jouer un rôle en rassemblant plusieurs agriculteurs. Et sinon, le partage de la valeur, c'est à la fois au niveau du foncier, donc en payant un loyer aux propriétaires des terres, et pour l'exploitant agricole, en rémunérant les services qu'il rend sur la centrale, donc l'activité agricole et son suivi agronomique, parce que sur toutes nos centrales, on a des suivis scientifiques qui permettent de créer de la donnée pour les chercheurs, pour faire des études sur l'agrivoltaïsme et toutes les synergies qu'on a entre les ombrières et les cultures. Ça va être l'entretien, évidemment, que ce soit des éléments agro-environnementaux ou de la parcelle. Et puis, et puis voilà, quoi. C'est ça qui permet de partager la valeur à la fois avec le propriétaire et l'exploitant de la centrale. Alors, on arrive presque au terme de l'émission. Pour finir, on aime bien des choses un peu concrètes, un peu pratiques. Quand vous voyez des agriculteurs qui veulent investir dans un projet comme ça d'énergie de façon globale, c'est quoi les craintes ? Alors les craintes, peut-être simplement pour rebondir sur ce qui a été dit sur le photovoltaïque, c'est la même chose en méthanisation. C'est-à-dire qu'il y a quelquefois des gros gisements qui amènent des grandes entreprises comme Veolia à investir sur des gros méthaniseurs, mais nous sommes convaincus qu'il y a aussi des petits gisements en zone rurale sur lesquels des agriculteurs entrepreneurs peuvent investir et c'est cela que nous accompagnons. Après les risques, je pense que les risques, on est dans un contexte où on va manquer d'énergie. Donc on est sur un marché porteur sur lequel il y a une vraie volonté de développer le renouvelable pour avoir un mix énergétique équilibré. Et donc oui, il y a des opportunités. Et oui, les entrepreneurs agricoles sont les premiers à pouvoir porter ces projets qui sont en zone rurale. Et ça, je le redis, et j'insiste sur ce point-là. Et les craintes ? Les craintes. La crainte d'un problème. Alors, je le disais tout à l'heure, les risques sont variables selon le type d'énergie. Des craintes aujourd'hui, c'est plutôt un échec ou un mauvais choix technique au point de départ. Mais aujourd'hui, la courbe d'expérience, je pense, commence à être suffisante pour limiter ces risques, ce qui fait que ça a des risques aussi vis-à-vis des banquiers qui accompagnent. Et aujourd'hui, de plus en plus de projets peuvent aboutir. Et c'est pour ça, Mélanie, que vous avez un guide de référence quelque part ? Ça fait 30 ans qu'on suit ces projets-là et l'agriculteur, il attend aussi de nous
qu'on l'aiguille sur l'écosystème qui va l'accompagner. C'est pas un projet comme un autre. Donc on a effectivement un guide de référence parce qu'on sait qu'on travaille depuis longue date avec ces gens-là. Que ça soit aussi pour la recherche d'aide et de subventions, on est là pour les aiguiller et c'est notre expérience et l'expertise qui fait qu'ils viennent nous voir et qu'on les conforte grâce à ça. Bon, Mélanie Villebout, merci beaucoup Emmanuel Dallery, merci Philippe Choquet et Samuel Richard, merci beaucoup et surtout merci à vous.